Fin du bear market et retour du bull run pour les crypto-monnaies. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau live. Un marché dans le vert, ça fait plaisir. Bitcoin qui est repassé cette nuit au-dessus des 21 000 $ et le marché des altcoins qui nous offre des très belles performances. Alors, on va se poser la question aujourd'hui. Est-ce qu'on a réellement un bull run qui reprend? Est-ce qu'on a les signes de la fin du bear market? Ou est-ce qu'on est simplement dans un énorme piège, dans une énorme chasse à la liquidité pour repartir vers le bas par la suite? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Évidemment, on va faire une analyse complète du marché, Bitcoin, Ethereum, les alts. On ira aussi sur les marchés financiers traditionnels, puisqu'il y a eu beaucoup de choses intéressantes. On parlera du dollar, on parlera des S&P 500, de Nasdaq, qui ont évidemment bougé cette semaine, notamment avec les résultats d'inflation. Donc on va avoir beaucoup de choses à dire dans ce live, dans cette vidéo. Et puis on va parler aussi un petit peu d'actualité, d'analyse fondamentale, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes à identifier, à commenter, à interpréter, etc. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors déjà, comme je vous le disais, un marché totalement dans le vert, quasiment plus 10% sur Bitcoin. Et si on regarde sur les 7 derniers jours, c'est vraiment impressionnant puisqu'on est à plus 22% sur Bitcoin, plus 19% sur Ethereum. On a vraiment des performances dignes, j'ai envie de dire, d'un bull run. Et du côté de l'indice Fear and Greed, là aussi, on part très vite dans le vert. On prend beaucoup de confiance et très rapidement. Là où encore, la semaine dernière, on était dans un niveau de peur extrême avec un indice à 25, on est quasiment dans une zone neutre avec un indice qui s'approche très rapidement des 50. Maintenant, attention, parce que déjà, ça c'est quelque chose qui peut un petit peu me faire tilter, c'est que quand on a un indice Fear and Greed qui va très vite dans le vert, c'est pas forcément trop bon signe et c'est pas forcément très sain. Et justement, c'est exactement ce que nous fait dire le prix ici. C'est pas forcément très sain non plus. Voir le prix du Bitcoin s'envoler de cette manière, sans aucun retracement depuis maintenant quasiment le début de l'année 2023, c'est assez particulier. Et ça pose une question. Est-ce que on a du coup un retour de bull run dans lequel effectivement on peut voir ce genre de performance, ou est-ce que on est juste sur un mouvement impulsif un petit peu exceptionnel qui va être retracé par la suite, lui aussi de manière extrêmement rapide? Alors, on va faire un petit retour dans le passé, ok, histoire de bien comprendre tout ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle, on avait mis en place un range, ici, plutôt sur une unité de temps un peu plus courte, sur du 12 heures. Ok, vous voyez ici, avec le bas, le haut, un range. Dans lequel, on a laissé beaucoup de liquidité. Vous voyez ici en rouge. Et on avait aussi laissé beaucoup de liquidité au-dessus de ce range, entre ce range de 12 heures et entre le range daily qu'on avait mis en place cet été. Donc là, logiquement, le prix est revenu, comme au mois de novembre, récupérer cette liquidité. Il aurait pu s'arrêter ici. Il aurait pu être arrêté sur le niveau 0,5 de Fibonacci. C'est d'ailleurs ce qui avait été le cas dans un premier temps, mais aussi par cette résistance des 18 500 $. Mais non. Il ne s'est pas arrêté là et il est venu casser cette résistance pour ensuite réintégrer le range daily qu'on avait mis en place entre le mois de juin et le mois de novembre. Et là, même chose, il aurait pu aussi s'arrêter là, s'arrêter sur les 61% de Fibo, ce qu'il avait fait dans un premier temps, et repasser en dessous rapidement pour créer un fake out et prolonger cette tendance baissière. Mais non, il ne s'est encore une fois pas arrêté là. Et il a décidé de venir de manière très rapide, venir chercher ici cette liquidité qu'on avait en direction des 21 500 $. Là, une vraie question se pose désormais. Est-ce qu'on va encore aller chercher plus loin, chercher encore plus de liquidité? Parce que là, clairement, si on ne s'arrête pas là, la prochaine target, c'est 23 000, voire même bien au-dessus avec la liquidité qu'on a ici au niveau des 24 500 $. Ou alors, on retrace pour faire un pullback et après, on ira chercher plus. Bon, dans tous les cas, attention. Ok, attention si vous êtes rentré en longue récemment, ça peut être un petit peu dangereux. Moi, personnellement, j'ai pris la décision de short. Ok, alors c'est une décision qui est très risquée, je suis d'accord. Mais j'ai fait pas mal de bénéfices avec la belle impulsion qu'on a eue. J'ai fait des bénéfices sur Bitcoin, sur Ether, sur les alts. Donc je me permets ce short. Ok, je me permets ce short parce que je considère que c'est une zone intéressante à shorter. C'est un point de retournement qui pourrait être intéressant. Maintenant, vous voyez que j'ai joué avec un stop loss qui est quand même très serré. Et si jamais on a une prolongation haussière, c'est pas grave. J'aurai une petite perte, mais qui sera évidemment bien inférieure à tous les gains que j'ai pu réaliser lors des dernières semaines, justement avec tous ces trades en long. Donc voilà, un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Alors je vais répondre à vos premières questions et puis après on va continuer parce qu'il y a encore évidemment plein d'autres choses à dire. En tout cas, salut à tous, merci à tous ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à rejoindre le Discord, vous avez le lien dans la bio.
Je pense que c'est un foutu piège. Je suis aussi de cet avis, Flo. Que penses-tu de Shiba? Gros shitcoin. Salut. Effectivement, je suis aussi de cet avis comme quoi ce qu'on a actuellement sur BTC est un simple piège. On reste dans un contexte macroéconomique défavorable, on reste dans un contexte géopolitique compliqué, on reste dans l'optique d'une récession pour l'année 2023 aux États-Unis et en Europe. Et tout ce contexte, en fait, qui fait que le marché des cryptos, mais aussi les autres marchés traditionnels, sont dans cette situation et ont été dans cette situation en 2022, il n'a pas changé. Donc pourquoi, au cours de cette année 2023, on viendrait tout exploser? Il n'y a pas forcément de raison. Pour comprendre un petit peu ça et comprendre le scénario, je vous invite à vous référer à cette vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière sur ma chaîne YouTube, où je vous expliquais un petit peu les conditions qu'il fallait réunir pour que on ait un marché des crypto-monnaies et les marchés en général qui repartent vers le haut. Parmi ces conditions-là, il y avait le fait qu'il fallait arrêter absolument le rallye du dollar. Alors ça, pour le moment, ça semble effectivement se confirmer, ça semble se mettre en place. Alors, excusez-moi, mon ordi a bugué un petit peu. Ça semble se mettre en place parce que effectivement, le dollar vient de casser un gros support daily. Et ça, c'est intéressant. Parce que qui dit dollar qui baisse, je vous le rappelle, dit du coup des flux qui vont se diriger plutôt vers les classes d'actifs à risque. Donc vers les indices boursiers, vers les autres devises hors dollar et vers les crypto-monnaies. Ça peut être aussi vers les matières premières avec l'or qui lui est en train de faire un très beau rallye haussier depuis un petit moment. Donc ça, c'était la première condition. La deuxième condition, c'était évidemment d'éviter la récession. Puisque qui dit récession dit des marchés financiers traditionnels, et notamment S&P 500, qui vont fortement corriger. Et d'ailleurs, S&P 500 qui sera très intéressant à surveiller la semaine prochaine, puisque notre cher S&P 500, il revient une nouvelle fois sur cette trendline sur laquelle il bute depuis plus d'un an maintenant. Et là, ça sera évidemment un moment très important. Est-ce que cette fois-ci, on va casser et on va aller chercher plus haut vers les 4800 $? Dans ce cas-là, on éviterait, je pense, par la même occasion la récession. Ou est-ce qu'on va encore une fois être rejeté et là, du coup, on pourrait imaginer un retracement plus important vers les 3300 $. Sauf que si il se passe ça, ça risque d'être compliqué pour les autres marchés financiers. Donc, on va être vraiment... Là, ce début d'année va vraiment donner le ton, en fait, pour la suite de l'année, va vraiment être décisif et va nous donner beaucoup d'informations sur la suite des événements. Alors, Richard demande dans le chat, piège ou pas, ce qui compte, c'est trader ce qu'on voit. De plus, la situation économique est déjà pricée. Alors, je ne sais pas si elle est totalement déjà pricée, la situation économique. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi, en fait, les marchés ont remonté, c'est qu'on a une inflation qui a baissé et beaucoup d'optimisme sur les marchés au vu de la situation économique, notamment américaine. Mais le fait est que, en fait, on oublie un petit peu trop rapidement la menace de récession, qui, elle, est toujours bien réelle. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, je reprends vos questions. Tu peux jeter un coup d'œil sur GPV, GPY, si tu me dis ce que tu en penses. Ouais, on va regarder les marchés trad un petit peu après. Salut, c'était quoi ton point d'entrée SL et Take Profit? Sur quoi, Kenzo? Salut, Aka. Le beau petit chat, yes, merci. L'analyse fondamentale, c'est pour les économistes, mais la technique, c'est pour les traders. Non, tu ne peux pas être trader sans comprendre les notions macroéconomiques, sans prendre en compte le contexte macroéconomique, géopolitique. C'est impossible. Tu vas te priver de certaines données, certaines informations qui sont cruciales. Tu penses quoi de GLD? Bon projet. Terra classique. Oh, c'est mort pour moi, Terra classique. Pas trop d'intérêt. Projet finito. Oui, pour moi c'est finito. Tu t'es fait liquider ton short sur BTC. Non, comme je l'avais expliqué, mon short BTC, je l'avais clôturé au prix d'entrée et j'étais ensuite rentré en longue. Je vous l'ai dit dans le Discord. Je pense que BTC va avoir un down. Oui, je pense que BTC va retracer. Que penses-tu de Shiba, shitcoin à éviter? Tu restes sur les 12 000 $. Oui. Tu t'es fait liquider, je viens de répondre. BTC. Coucou le GMT, tu penses quoi de son explosion? Il suit un petit peu le reste du marché. Donc rien de particulier. Mais comme je vous disais, du coup, la semaine prochaine va être très très importante à surveiller. Pour S&P 500, mais aussi pour un petit peu tous les marchés. Alors lundi, c'est férié aux États-Unis. Donc je pense que là, on devrait avoir un week-end relativement calme et un début de semaine prochaine qui devrait aussi être plutôt calme. Par contre, à partir de mercredi, par contre, on va avoir des choses intéressantes. Mercredi, déjà, on va avoir les résultats d'IPC, donc d'inflation en Union européenne. Donc là, ça va être intéressant, parce que par exemple, en ce moment, si vous suivez un petit peu les marchés européens, vous savez que le CAC 40, donc les indices boursiers, enfin l'indice boursier français, se porte extrêmement bien et performe extrêmement bien. Donc ça va être déjà intéressant à suivre.
du côté européen. Mais c'est évidemment, vous le savez, ça n'aurait pas forcément énormément d'impact sur les marchés financiers traditionnels tels que S&P 500 et Nasdaq. Par contre, l'après-midi, on va commencer à avoir des résultats du côté des États-Unis, avec les prix à la production, les indices de refinancement hypothécaire, et un petit peu plus tard, on va avoir tout ce qui va être production industrielle. Donc là, qui va donner quand même pas mal d'infos sur la santé économique américaine. Mais là où il faudra être attentif, ça sera à 20 h mercredi, puisqu'on va avoir un discours de Harker, membre du FOMC, donc de la Fed. À voir ce qu'ils décideront et sur quoi ils s'exprimeront mercredi prochain. Ensuite, jeudi, là aussi quelques résultats américains, mais pas grand chose d'hyper important. Par contre, on aura un nouveau discours de la Fed à 19h15 avec le vice-président qui va s'exprimer. Là aussi, ça sera important à surveiller. Et enfin, vendredi, là on aura tout ce qui va être position nette spéculative, donc sur les matières premières principalement, mais aussi sur S&P 500, etc. Donc, pas énormément de gros catalyseurs la semaine prochaine sur les marchés financiers traditionnels, mais le marché va probablement digérer, rééquilibrer la hausse et le mouvement qu'il y a eu cette semaine. Puisque je rappelle, ce mouvement haussier qu'on a eu, en fait, surtout sur cette fin de semaine, puisque ça a été déclenché principalement et à la base par les résultats d'inflation aux États-Unis qui ont été positifs, c'est-à-dire une inflation qui baisse, et donc des mesures de la Fed qui potentiellement fonctionnent. Donc voilà, maintenant je reste, comme je vous l'ai dit, dans l'idée qu'on devrait avoir un retracement. J'ai du mal à imaginer qu'on va poursuivre cette tendance haussière sans corriger un petit peu. Ça me paraît assez peu probable. Alors après, on ne sait jamais. Si vous m'aviez dit que pendant les premières semaines de janvier, on allait performer de cette manière, je ne pense pas que j'y aurais cru. Maintenant, voilà, je reste dans un scénario baissier. Je reste dans l'idée qu'on n'a pas atteint le bottom. Je reste dans l'idée que le bear market n'est pas totalement terminé. Et alors, il est en train de se terminer, d'accord? On rentre dans la dernière phase du bear market. Mais comme je vous le disais encore une fois dans cette vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière sur YouTube, pour moi, de toute façon, c'est quelque chose auquel on va avoir le droit un petit peu tout au long de l'année 2023, ce genre de mouvement. Pour moi, BTC va range et va un petit peu fluctuer de cette manière, peut-être entre je sais pas, les 16 et 25 000 $ tout au long de l'année 2023, avant une vraie reprise haussière à partir de 2024. Donc c'est pas impossible que le marché nous fasse des vagues un peu dans tous les sens. Maintenant, il ne faut pas être borné non plus. Effectivement, si Bitcoin se met à casser encore d'autres niveaux et vient par exemple à casser les 25 000 $, là il faudra songer potentiellement à changer de scénario et envisager quelque chose de beaucoup plus bullish. Mais pour le moment, j'y crois pas et je ne pense pas que le marché est capable de faire ça pour le moment. Mais sait-on jamais? Comme je l'avais expliqué justement dans la vidéo la semaine dernière, je disais que peut-être cette situation compliquée et cette année 2023 qui s'annonce compliquée va peut-être permettre au Bitcoin de prendre son indépendance, de se décorréler des marchés financiers traditionnels et de prendre un petit peu un élan indépendant, si je puis dire. Donc on va surveiller tout ça. Mais pour le moment, je reste dans mon scénario de base qui est à moyen terme, voire une correction sur BTC. Et enfin un bottom qui n'est pas forcément touché. Alors j'étais resté en short, effectivement, mais j'avais remonté mon stop loss au prix d'entrée quand j'avais pris des profits sur BTC. BTC va redescendre en dessous de 18K. À un moment donné, probablement, parce que comme je vous le disais, voilà, c'est ça aussi que c'est le point sur lequel aussi je voulais revenir. Une autre raison pour laquelle je ne pense pas que BTC ne pourra continuellement monter sans jamais redescendre, c'est qu'on a laissé énormément de liquidités ici. Alors celle-là, elle a été récupérée, donc là, on va pouvoir la supprimer. Celle-ci, elle a été récupérée aussi, mais toute cette liquidité-là est toujours là, n'a pas été récupérée. Donc c'est assez peu probable que le BTC s'envole sans revenir sur ces zones-là. Ça serait d'ailleurs problématique parce que ça voudrait dire qu'on commencerait un bull run en ayant laissé beaucoup trop de liquidités vers le bas. Ce qui voudrait dire que potentiellement au prochain bear market, on serait obligé de revenir là. Donc voilà. Mais bon, après, ça reste des hypothèses pour le moment. C'est très compliqué de savoir exactement ce qui va se passer. Le NIR, je viens de lire leur projet, ça a l'air incroyable. NIR, un de mes projets préférés dans l'écosystème crypto. Comment créer le nuage sur ton graphique BG? Le nuage, c'est tout simplement l'indicateur Ishimoku. La semaine dernière, tu disais ouais, le BTC va aller à 12K. Non, je viens de dire justement que je pense que BTC va toujours. Je vois toujours BTC aller à 12K. Mais quand je dis que BTC va aller à 12K, ça ne veut pas dire qu'entre temps, il ne peut pas monter. C'est ce que je vous répète depuis plusieurs jours. Oui, là, les 21 500 $, c'était fort probable. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut aller à 25 000 et redescendre à 12K le BTC. C'est ce que je vous explique depuis un bon moment. Solana, Solana, le pump du marché crypto tombe au bon moment parce que la situation était très compliquée pour Solana.
Tu le vois à combien le bottom? Entre 12 et 14 000 $. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe. Peut-être que le BTC ne reviendra jamais à 12 000 ou 14 000 $. C'est peu probable selon moi. C'est pas le scénario que je privilégie, mais peut-être qu'il n'ira pas. Donc voilà. Bon, on va avancer, on va s'intéresser un petit peu justement au reste du marché parce qu'il y a eu quand même plein de choses intéressantes aussi sur les alts et évidemment aussi sur Ethereum. Alors pour commencer sur Ether, moi Ether, c'est la même chose. En fait, quand on a cassé le range, c'est vrai que je m'attendais à un pullback, je m'attendais à un retour pour rentrer en position. Donc sur Ether, j'ai pas pu me positionner, je suis rentré sur BTC en longue, mais pas sur Ether parce que j'attendais vraiment un pullback. Donc voilà, c'est pas grave. L'analyse est la même. On a aussi laissé beaucoup de liquidités vers le bas, qui me fait dire que oui, Ethereum peut encore monter, peut-être à 1700, 1800, voire même à 2000, dans le scénario le plus optimiste, oui. Mais pour moi, on sera obligé de revenir là à un moment donné. Et je suis, comme pour Bitcoin, sur Ethereum, convaincu qu'on reviendra vers les 1000 $ à un moment donné. Parce que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Bon, on s'est quand même plutôt bien régalé sur le marché. Je pense notamment au FTM sur lequel on s'était positionné tout début janvier en swing. Donc là, vraiment, on s'est régalé. Je ne pensais pas qu'on allait venir chercher toutes ces targets-là aussi rapidement. Ça s'est vraiment bien passé. Et là, si vous êtes toujours en long, clairement, vous pouvez laisser tourner une partie de votre trade. Parce que ici, du coup, c'est la prochaine target à venir chercher en direction des 40 centimes. Ok, ça c'est totalement une target atteignable. On avait aussi un très beau long, je vous le rappelle. Alors, il y en avait eu sur Atom. Qu'on avait pris la semaine dernière, on s'est régalé. Ça a été le cas aussi sur Polkadot, sur lequel on était rentré ici, et sur le fil sur lequel on s'était positionné aussi la semaine dernière, enfin même plutôt début janvier, avec un très très beau trade où on est venu chercher encore une fois toutes nos cartes. Alors, certains trades se sont moins bien passés, je pense aux runes notamment, où on avait tenté un short, malheureusement on s'est fait sortir, on n'a pas eu que des trades gagnants, mais on a été largement rentable sur la semaine. Et c'est ce que je vous ai montré de toute façon ce matin, dans les résultats du Discord, on a eu du très très lourd, et ça s'est régalé dans le Discord. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre, le serveur, il est très intéressant, on vous partage beaucoup de contenu. Donc voilà, il n'y a pas eu que du gagnant, mais principalement, et on s'est quand même plutôt bien régalé cette semaine sur le marché, avec ce beau pump qui nous a vraiment bien régalé. Donc voilà, maintenant, attention. Évitez de FOMO, évitez de vous précipiter. Si vous n'êtes pas rentré en long pour le moment, ne le faites pas parce que là, on arrive quand même sur un point potentiellement de retournement. Réfléchissez bien, faites attention à ce que vous faites, mais ne vous précipitez pas sur des prises de position. Ok. Alors, on dit souvent, oui, il faut trader la tendance, d'accord. Mais là, par exemple, si vous voulez rentrer en long sur BTC, attendez peut-être un petit retracement, par exemple sur les 61% de Fibo, avant de rentrer en long, par exemple. Ça peut être un peu plus judicieux que... Parce que là, si vous rentrez en longue maintenant, avec pour objectif, par exemple, de venir chercher le haut du range et que vous avez un SL ici, déjà, vous avez un RR de merde. Et en plus, vous avez de grandes chances de vous faire sortir. Donc faites attention. Pas de FOMO, pas trop d'euphorie, parce que ça peut être problématique, ça peut être dangereux. Ok. Donc voilà. Alors, un conseil sur les alts, sur quoi investir? Je viens de le dire, si vous n'êtes pas rentré en longue maintenant, ne le faites pas tout de suite. Arrêtez d'écouter ces analyses, ils parlent chinois, liquidité et tout. Alors, je parle chinois peut-être parce que tu comprends pas, mais si la liquidité pour toi c'est du chinois, ça va être problématique parce que c'est un petit peu la base. Hein. Tu peux regarder le VIDT, c'est ça? Tu prends des profits durant cette hausse, tu gardes tes cryptos dans ton portefeuille. Alors, il faut savoir que moi, aujourd'hui, j'ai très peu de cryptos. J'avais passé une grosse partie de mon portefeuille en stablecoin. Et depuis quelques mois, j'avais recommencé à DCA. Donc là, je vais continuer à DCA. Je ne vais pas prendre de profit parce que, en gros, moi, en fait, pour vous expliquer, enfin, je l'ai déjà dit, hein, mais je me sers de mes gains en trading, d'une partie de mes gains en trading pour investir en DCA sur les cryptos plutôt à long terme. Donc en fait, non, je ne prends pas forcément de profit. Je prends des profits sur mon trading, mais sur l'investissement long terme, non, je ne prends pas de profit. Je continue d'accumuler. Donc voilà. Les gars, arrêtez de croire, je sais pas quoi, je dis bien aucun trader trade sur 40 marchés différents, c'est juste impossible. Alors je trade pas sur 40 marchés différents, je trade quasiment que sur la crypto-monnaie. Ça peut m'arriver de prendre des trades sur du forex, mais c'est très très rare. Donc je vois pas pourquoi tu sors cet argument-là, mais comme tu veux. Le trade sur ENS, ENS, oui. On va regarder ENS, je sais même plus, je vous ai envoyé tellement de positions.
Cette semaine, qu'est-ce qu'on avait fait sur ENS? Ah oui, ENS, bah du coup moi je suis rentré, puisque j'attendais tout simplement la cassure de cette double résistance. On voit qu'on a beaucoup de liquidités à venir chercher vers le haut. Alors attention, c'est pareil. Là, si jamais on a un petit retracement du marché, faites attention. D'accord. Moi, je suis rentré plutôt tranquillement sur ENS, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une configuration intéressante et vraiment haussière avec ces différentes cassures sur du daily en plus. Donc, plutôt intéressant. Il faudra maintenant voir si on arrive à sortir du nuage. Ce serait vraiment le dernier signal en fait qui nous permettrait d'avoir une certitude quant à la suite. Mais on voit que voilà, la Chikuspan a aussi bien validé la cassure. Elle a transpercé le prix, elle est repassée elle aussi au-dessus de la résistance. Donc c'est plutôt bullish aussi sur ENS. Tu disais oui, le BTC va descendre. Oui, mais je dis toujours que le BTC va descendre, Guy. Putain, c'est incroyable. Ça fait 20 fois que je te le répète. Oui, je pense toujours que BTC va descendre. Mais quand j'ai dit que BTC allait à 12 ou 14 000 dollars, c'était sur du moyen terme. À moyen terme, je reste dans une optique de 12 à 14 000 dollars. Ça veut pas dire que. Quand je dis qu'à moyen terme, je suis baissier, ça veut pas dire qu'à court terme, on peut pas monter. Et si tu étais dans le Discord, Guy, tu saurais que justement, c'était ce que je disais. C'était que à court terme, je voyais le BTC monter, mais qu'à moyen terme, je restais dans un scénario baissier. Mes gains, je vous les partage dans le Discord, les gars. Guy, arrête de faire le rageux, va dans le Discord, va voir ce que je fais et tu vas comprendre que là, tu t'énerves pour rien. Sur les alts, je parlais en spot. Alors, pour l'instant, moi, sur les alts, j'accumule pas forcément. Je me concentre vraiment sur Bitcoin et Ethereum parce qu'on est en bear market. Maintenant, je vous ai fait des vidéos hein, où je vous dis un petit peu mes alts préférés, ceux sur lesquels je pense qu'il y a le plus de potentiel. C'est le cas d'Avax. C'est le cas d'Atom, c'est le cas de Matic. Voilà. Après, c'est pas du conseil d'investissement. Faites vos propres recherches. Regardez les projets qui vous intéressent, qui sont les plus intéressants pour vous. Mais voilà. Salut Alexandre, ça va? Ça va et toi, Jean? Va voir ses résultats, tu te calmeras. Mais oui, je sais pas pourquoi Guy, là, depuis tout à l'heure, il fait le rageux. Et en plus, il répète les mêmes choses en boucle. Et à chaque fois, je lui donne une explication. J'ai l'impression qu'il veut pas l'entendre. Tu peux m'ajouter dans ton Discord. Tu peux y aller, j'ai pas besoin de t'ajouter, Ludovic. Tu cliques sur le lien dans ma bio. Il y a le lien de mon Discord. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir. Il y a aussi mes autres réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. C'était juste pour avoir ton point de vue, mais merci. Non, non, mais voilà, moi, il y a des projets qui me plaisent bien. Comme je te disais, Matic, même Polkadot, hein, c'est très très bien. Voilà, il y en a plein de très intéressants. Il y a aussi des low cap comme le Flux par exemple que j'apprécie énormément. Je vous ai sorti une vidéo aussi cette semaine où je vous présente des projets liés à l'intelligence artificielle parce que ça va évidemment prendre de plus en plus de place aujourd'hui. Donc avec des projets comme Fetch.ai. Il y a plein de projets intéressants. Maintenant, voilà, c'est libre à chacun de prendre les projets qui vous intéressent le plus. Quel stablecoin utilises-tu? Alors, j'étais principalement sur USDT et je suis de plus en plus sur USDC. Bon, alors, c'est pas parfait USDC parce que ça reste quand même très centralisé. Mais je suis plus prudent au vu des rumeurs qu'on a en ce moment sur USDT. Casper aussi, Casper, très 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 bon projet aussi. C'est vrai, quand je parlais de low cap, voilà. Tu peux regarder Artrade et STC. Alors Artrade, c'est un projet que je vous avais présenté l'année dernière, que je trouve très intéressant. STC, je connais pas du tout. Salut Piu. Donc voilà, on va regarder un petit peu les autres marchés, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes à dire. Bon, même si effectivement on a quand même voilà, le dollar qui, comme je vous disais tout à l'heure, a cassé un gros support daily, donc ça va normalement laisser plus de place aux autres classes d'actifs. Maintenant, attention, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. Mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, sur le gold, on était rentré en longue. Au mois de novembre. Et du coup, là, ça y est, tous nos TP ont été atteints. Donc on s'est vraiment bien régalé. Le gold qui a très très bien performé. Forcément, vu que le dollar a chuté. Alors pour ce qui est des autres devises, du coup, c'est un peu pareil. Forcément, les autres devises sont en train de monter. C'est le cas par exemple de l'euro qui reprend de la valeur face au dollar. C'est le cas aussi de la livre sterling. D'ailleurs, la livre sterling sur laquelle on s'est positionné en long cette semaine, pour ceux qui sont dans le Discord. Très beau long cette semaine sur la livre sterling. Alors, le trade est toujours en cours. On n'a pas encore venu chercher des zones de profit. Mais très intéressant. Très très intéressant. Donc voilà. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur aussi, voilà, c'est le risque de la récession et c'est le fait qu'on a des GAFAM qui sont en difficulté. Je pense à Amazon. Qui est en difficulté depuis un bon petit moment. Je pense à Meta aussi qui est en difficulté depuis un moment. Alors pas forcément sur les dernières semaines, mais
Sur la fin d'année 2022, c'était quand même assez compliqué. Et le problème, c'est que ça va mettre en difficulté aussi les indices comme Nasdaq et S&P 500. Donc attention, parce que je vous rappelle, Bitcoin est quand même très corrélé au S&P 500. Et comme je vous l'avais expliqué aussi, si on part dans l'optique qu'on va avoir une récession en 2023, regardez ce qui s'est passé lors des précédentes récessions des années, du 21e siècle. Là, au début des années 2000, donc là, les cercles rouges, ça correspond un petit peu à où est-ce qu'on est aujourd'hui par rapport à ces précédentes récessions. Et la récession du coup de 2008 avec la crise des subprimes. Vous voyez que le S&P 500 avait énormément corrigé. Alors je compte pas la récession Covid, puisque c'est pas naturel, mais du coup on pourrait imaginer un gros retracement en fait de S&P 500, peut-être en direction des 2000$, ou alors si au mieux ça serait plutôt en direction des 2900. Voilà, un S&P 500 qui retracerait autant, ça serait pas forcément très bon signe pour les autres marchés financiers. Donc voilà, on est sur une situation d'incertitude, on est sur un niveau clé, un niveau pivot, j'ai un petit peu envie de dire, sur les différents marchés. Mais je reste dans une optique baissière à moyen terme, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, après on verra ce qui se confirmera au cours de l'année 2023, mais je pense qu'on est tout simplement en train d'assister à une belle chasse au stop, une belle chasse de liquidité. Et d'ailleurs, on le voit très bien, hein, le pic de liquidation qu'on a sur les dernières 24 heures sur les contrats futurs de Bitcoin, donc là sur les contrats short, on voit qu'il y a un gros pic de liquidation. Alors je ne sais plus ça s'élève à combien, mais on a des centaines de millions de dollars qui ont été liquidés dans les dernières 24 heures sur BTC. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait ça. On vient chercher la liquidité, on vient chercher des stops, des prix d'entrée. Et d'ailleurs, pourquoi aussi je pense qu'on va retracer, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en longue pendant la montée, donc qui ont des stop loss, justement tout là. Et le truc, c'est que en descendant, en retraçant, on viendrait aussi récupérer ces stop loss là et du coup encore plus de liquidité. Donc ça serait tout à fait logique qu'on ait un retracement. Retracement ne veut pas dire forcément directement qu'on ira à 14 000$, mais peut-être revenir tester les 18 500$. C'est un scénario qui est pour moi probable. Donc on va suivre ça attentivement, mais en tout cas ça fait du bien quand même d'avoir du vert sur le marché de la crypto. Ça fait du bien d'avoir un petit peu d'optimisme. Alors voilà, encore une fois, faut pas FOMO, faut pas être euphorique, pas trop euphorique, mais il faut en profiter. Attention tout de même à les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, se développent dans le scepticisme. Alors effectivement, tout à fait Richard. C'est pour ça que je dis qu'en fait, là on n'a pas un bull run qui se relance, mais on a les prémices d'un bull run qui arrivera en 2024. C'est-à-dire que là, on est dans la dernière phase du bear market. On est en train de construire petit à petit, et c'est vraiment la première phase, et ça va être, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, ça un petit peu tout le long de l'année 2023, c'est qu'on va construire des bases pour l'année 2024, où là on aura probablement un bull run qui se lancera. Quelles sont les rumeurs du USDT? Il y a des rumeurs comme quoi l'entreprise Tether qui développe USDT ne serait plus solvable. Après, ça fait longtemps effectivement qu'elles sont là ces rumeurs, mais avec tout ce qui s'est passé cette année, je serais plutôt prudent. Ils sont où tes résultats? Je les trouve pas dans Discord. Dans résultats VIP. Le GMT il pète là. Ouais, comme le reste du marché, hein, il suit bien. Hein. Je trouve pas que ça va très vite pour que ça dure et que ça reste à ce niveau. Ouais, je suis d'accord. Tu penses quoi du gaz? On aura besoin du gaz pour chauffer, pour vivre. Tu penses qu'il faut acheter maintenant ou ça va descendre? Alors, je ne fais pas de conseil en investissement, c'est pas à moi de vous dire s'il faut acheter ou pas. Maintenant, je trouve ça un peu dommage que des gens posent la question maintenant, alors qu'il y a quelques semaines encore, on était à 15 000$. Et c'est quand les prix sont à 15 000$ qu'il faut se dire, ah, là, ça serait bien d'acheter. On retrouve en fait le même raisonnement. À chaque fois, c'est quand le prix monte que les gens se disent, ah, est-ce qu'il faut acheter? Non, c'est quand le prix baisse, enfin pas quand il baisse, mais c'est quand il a baissé qu'il faut acheter. Parce que sinon, on va se retrouver comme d'habitude avec des gens, un bitcoin qui va remonter, imaginez, à 30 000$, et les gens vont se dire, ah, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Bah non, frérot, c'était en fin d'année 2022, quand le bitcoin était à 15 000$ qu'il fallait acheter. Après, voilà, je reste dans une optique, encore une fois, comme quoi bitcoin devrait redescendre vers les 14 000$, mais rien n'est sûr. Et c'est pour ça que faire une sorte de DCA pourrait être intéressant. Parce que ça permet de lisser votre prix d'entrée, d'acheter à 15 000, à 17 000, à 19 000, à 20 000, et du coup vous avez un prix moyen d'achat qui est plutôt intéressant. Donc voilà. J'avais d'autres petites choses à vous montrer intéressantes. Bon alors ça a moins de rapport avec le pump actuel, mais il y a quelques jours je vous ai partagé un petit graphique
pour contrer l'argument de la criminalité sur Bitcoin. Parce que vous savez, voilà, parmi les personnes qui veulent décrédibiliser les crypto-monnaies, il y a beaucoup l'argument du Bitcoin, ça sert à financer le terrorisme, les activités criminelles. Et bien, il y a une étude qui est sortie de Chain Analysis, il me semble, ouais, bah oui, c'est marqué là, je suis con, qui montre que sur l'année 2022, on a quasiment 100% en fait, des transactions qui ont été faites en Bitcoin qui ont été faites à des fins légales. Donc là, l'argument de Bitcoin finance le terrorisme, je sais pas quoi, il est totalement évincé, en fait, il tombe à l'eau, parce que c'est faux. C'est faux. Et il y a un deuxième argument qui revient très souvent, c'est le fait que Bitcoin est beaucoup trop consommateur d'énergie, énergivore. Et bien en fait, il y a aussi une analyse qui est sortie cette semaine, donc de Messari cette fois-ci, qui montre que Bitcoin est très peu énergivore en fait. Par exemple, il est 3 fois moins énergivore que le système bancaire traditionnel. Vous voyez, hein, donc là l'unité, je ne sais pas exactement à quoi elle correspond, je ne pourrais pas vous dire avec certitude, mais ça donne quand même un ordre d'idée. On a quand même un Bitcoin qui est 3 fois moins consommateur que le système bancaire traditionnel. Alors, on ne parle pas d'autres secteurs économiques, hein, comme l'aviation, la marine, ou même les data centers, hein, qui reviennent eux aussi d'ailleurs très souvent. Il y a souvent beaucoup d'arguments comme quoi voilà, les données ça consomme. Oui, mais il y a quand même des choses qui consomment beaucoup plus. Alors évidemment, là c'est ces domaines de l'industrie, on en a besoin. Je ne dis pas qu'il faut arrêter ça. Mais ça remet un petit peu en perspective et encore une fois, ça fait un petit peu tomber à l'eau le fait que Bitcoin surconsomme. Alors oui, il consomme, c'est évident. Mais ce qui est intéressant aussi avec cette consommation aujourd'hui autour de Bitcoin, c'est que contrairement à ce que par exemple peut consommer comme énergie le système bancaire traditionnel, Bitcoin, l'énergie qui est consommée, on essaye aujourd'hui de travailler de plus en plus sur des solutions de réutilisation de cette énergie pour plein de choses. Alors j'ai pas d'exemple forcément en tête, mais aux États-Unis ça se fait, en Afrique aussi il y a des projets qui commencent à naître de cette manière. Donc il y a cette volonté de déjà réduire la consommation et malgré tout, la consommation qui reste, la réutiliser, la recycler pour en faire quelque chose de très intéressant. Et on voit un Bitcoin hein, de toute façon qui s'éco-responsabilise de plus en plus, de toute façon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai zappé le sol à 8$, tu vends des cordes s'il te plaît. J'avais pas d'argent pour acheter mais là j'en ai. Ah, bon après, comprenez bien que dans tous les cas, à long terme, un prix d'achat de Bitcoin à 20 000$, ça reste très bien. C'est-à-dire que, voilà, que vous achetiez votre Bitcoin à 17 000$ ou à 20 000$, dans 10 ans, ça ne changera pas grand-chose à votre rentabilité. Le dollar finance le terrorisme. Mais bien sûr, les gens qui disent que Bitcoin et les crypto-monnaies servent au terrorisme, à la criminalité, vous croyez que Daesh, ils font comment pour fonctionner? Ils marchent énormément avec le dollar, avec les monnaies liquides. Si on prend les réseaux criminels tels que les mafias, c'est la même chose. Ils ont toujours utilisé l'argent liquide. Donc c'est vraiment un argument bateau, je trouve. Rapidement, peux-tu faire une analyse live sur le STC? Je suis curieux d'avoir ton avis. Alors STC, je connais pas le projet de STC. Hop. Hop, STC. Après, graphiquement, bon, là sur du daily, c'est pas hyper intéressant. C'est juste une grosse tendance baissière. Je sais pas quel type tu veux faire exactement d'analyse. Maintenant, c'est un prix qui bouge pas beaucoup, tu vois, malgré que le marché est pump. J'ai pas forcément grand chose à dire là sur ce genre de graphe. Il n'y a pas grand chose à faire. Après, le projet, je connais pas du tout. Je connais pas du tout STC. Je sais pas Student Coin. Après, je pense que ouais, voilà, c'est un truc, c'est une low-cap, hein, donc on va aller voir un peu le site internet. Alors, on va pas le faire en direct, mais vous voyez, quand vous renseignez sur des projets, ça peut être bien d'aller lire le white paper aussi. On voit que c'est sur un contrat Ether. Donc là, on voit qu'il y a quand même une capitalisation qui est relativement faible, mais qui augmente assez fortement. Ok, c'est dans le domaine de l'éducation. Ok. Bon, je me renseignerai sur le projet. Après, je connais pas plus que ça. Je vois qu'il n'est pas listé sur beaucoup de gros exchanges pour le moment, hormis KuCoin et Uniswap. Après, j'en ai déjà entendu parler plutôt en bien, mais c'est vrai que je ne connais pas le projet en profondeur. Graphiquement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas un graphe qui est très intéressant et sur lequel je ferai grand chose. Maintenant, il faudrait étudier le projet un peu plus en profondeur pour voir si effectivement ça peut être
un token qui à long terme pourrait avoir un potentiel intéressant. Mais là, c'est vrai que graphiquement, il n'y a pas forcément grand chose à dire. StudentCon Big Sky. Ah, il y en a qui disent que c'est scam. J'aime bien ton parcours, je t'ai jugé trop vite au début, mais la crypto est un monde d'escrocs. Merci beaucoup, Fao. Ben, c'est pour ça, je comprends les personnes qui peuvent avoir des avis négatifs sur des personnes comme moi qui partageons des choses sur les cryptos. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes. Mais quand vous avez un doute sur une personne, faites au moins l'effort de vous renseigner un petit peu, d'aller voir ce que la personne a fait, pour voir si elle est compétente ou pas. Et puis si une fois que vous avez vu ce qu'elle faisait en profondeur, si vous êtes renseigné et vous considérez qu'elle est toujours une mauvaise personne, ne la suivez pas, ne la regardez pas, ne l'écoutez pas. Moi, je suis convaincu que n'importe qui regarde mon travail en profondeur, qui regarde un petit peu ce que je fais, pas uniquement mes TikTok, parce que la TikTok c'est de la surface. Et TikTok, moi je m'en sers, alors pas les lives, mais les vidéos que je fais c'est du marketing, c'est pour montrer en fait mon travail. Ça représente pas du tout l'entièreté de ce que je fais. Aller en profondeur, et moi je suis convaincu que quelqu'un qui va voir en profondeur mon travail verra que je suis une personne honnête, compétente, et voilà. Je suis pas en train de vous montrer des grosses voitures, des belles montres pour vous faire venir sur mon Discord. Je vous montre du travail, je vous montre des résultats, je vous montre des faits, parce que oui, ça fait rêver les grosses voitures, les belles montres, etc. Je pourrais vous en montrer aussi, mais ça veut pas dire que vous êtes bon, que vous êtes rentable, que vous êtes compétent. Ça veut rien dire du tout. Et encore une fois, je dis pas non plus que les personnes qui utilisent ce marketing-là pour faire rentrer des gens dans leur service sont incompétentes. Il y a aussi des personnes qui utilisent ce marketing-là et qui sont compétentes. Mais il faut bien, voilà, la façade ne veut rien dire. La façade ne veut rien dire. Quand vous voulez aller voir, si vous avez un doute sur une personne, allez voir ce qu'elle fait en profondeur. Regardez ses vidéos, ses lives, son Discord, ou son Telegram, si elle a un Telegram, et là vous pourrez juger. Ecomi, tu connais? Ouais. Tu utilises quelle plateforme de trading? Pour les cryptos, DYDX et Bybit. Les cryptos remontent le BTC à 21 000 et dans 48 heures, ça va être à nouveau la chute libre. Eh bien, il y a des chances, si TikTok, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a face à nous un gros piège et que toute l'euphorie qu'on a depuis quelques jours, et notamment là sur cette fin de semaine, va faire très très mal quand ça va se retourner. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu et ce qui me désole un petit peu, enfin, c'est sur Twitter. Voilà, il y a des personnes que je trouve très intéressantes, très compétentes sur Twitter, mais pas seulement, mais sur les réseaux sociaux. Des personnes comme moi qui partagent des avis sur les cryptos sont un peu en train de dire oui. Arrêtez d'être aigri, arrêtez d'être pessimiste, laissez les gens profiter de cette hausse. Non. Alors oui, d'accord. Mais c'est notre rôle à nous de prévenir les gens sur le fait que cette montée est impulsive, pas naturelle, pas forcément saine, et qu'elle risque d'être retracée de manière très violente. Parce que si on dit aux gens, regardez, ça monte, c'est trop bien, profitez-en, les gens, ils vont rentrer, ils vont FOMO, ils vont nous suivre et ils vont se retrouver piégés. Donc, on dit pas ça, enfin moi je dis pas ça voilà, pour faire peur aux gens, pour être aigri, pour être pessimiste. Je suis pas content quand Bitcoin baisse, pas du tout. Mais il faut pas laisser les gens être dans l'euphorie aveugle sur le fait que le marché monte. Faut dire aux gens de faire attention parce que sinon ils vont juste continuer de longue, bêtement, et ils vont se retrouver piégés. Pourquoi tu ne trades pas sur Binance? Parce qu'en France on ne peut plus trader sur Binance avec l'effet de levier. Pour le projet Matic et ses dernières conventions, bien pour investissement à long terme. Tout à fait d'accord. Les crypto-monnaies sont occupées à remonter, le BTC est à 20 000 $. Donc... Ouais. Tous les gens qui ont short dans cette zone se sont fait raquette. Ouais, exactement, ce que je vous montrais tout à l'heure. Il y a des gros pics de liquidation les dernières 24 heures. C'est logique. Et il va y en avoir encore beaucoup, je pense, parce que là, lorsqu'on va retracer, toutes les personnes, comme je vous disais, qui sont rentrées en long dans les 2-3 derniers jours, qui ont des stop-loss pour la plupart au-dessus des 18 500 ou à 18 500 $, vont se retrouver totalement piégés. Ça, c'est une évidence. Salut le dos. C'est quoi l'effet de levier? L'effet de levier, c'est... Alors, quand on parle d'effet de levier, c'est que sur les contrats futurs, donc les contrats de trading, l'effet de levier, c'est en gros quelque chose qui va permettre de multiplier, d'augmenter la taille de ta position. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as 10 $, avec un effet de levier x10, tu vas pouvoir avoir une position de 100 $. Alors c'est bien parce que du coup ça te permet d'augmenter potentiellement tes gains, mais ça peut être aussi dangereux puisque ça peut aussi t'augmenter et accélérer tes pertes.
Donc il faut bien calculer son risque, il y a plein de choses à maîtriser avant de pouvoir trader avec des effets de levier. Moi j'ai fui, j'ai tout vendu il y a un petit mois. J'ai rien perdu. Bon c'est bien, mais t'aurais dû le garder en vrai. Fais voir la Roro. Alors ce n'est pas une Rolex. Malgré que effectivement le bracelet puisse ressembler au Datejust Perpetual de chez Rolex, ce n'est pas une Rolex, c'est une Tissot, donc une marque évidemment de très bonne qualité aussi, mais pas avec le même prestige que Rolex. Sachant que voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en montre, Rolex est une très bonne marque de montre avec un fort statut social, mais avec une technologie horlogère relativement faible comparée à certains de ses concurrents. Que penses-tu de débuter en collaboration wallet? Comment ça? Ah, en cold wallet sur MetaMask. Ben, je vous recommande d'utiliser des cold wallets, des wallets décentralisés pour vous protéger, puisqu'on a vu avec tout ce qui s'est passé cette année que avoir des sommes conséquentes d'argent sur des exchanges centralisés peut être dangereux, problématique et s'avérer compliqué. Tu connais Galeon? Oui. On peut faire des effets de levier sur Stormgain. Je sais pas du tout. J'ai jamais utilisé Stormgain. Pour les débutants, d'essais intelligents sur BTC et Ethereum, pas plus. Oui, voilà, il faut se limiter à ça quand vous êtes débutant. Et puis après, si vous voulez trader, bah, formez-vous d'abord avant de vous lancer dans le trading. Je suis toujours pas rentré sur le marché, j'ai peur de FOMO. Rentre après validation. Les 21K. Je pense que même si on passe les 21 000 $, on pourra redescendre vers le bas. Comme je vous disais, pour moi, Bitcoin va range comme ça tout au long de l'année 2023. Peut-être entre 14 et 25 000 $. Je suis toujours pas rentré. J'ai lu. Penses-tu que Ecomi va remonter à son ancien plus haut? Je sais pas, c'est vrai que bah voilà, on le répète assez souvent, mais il y a une grosse majorité des cryptos qu'on connaît aujourd'hui qui certaines vont disparaître et celles qui ne vont pas disparaître ne remonteront pas forcément à leur précédent plus haut, à leur ATH. Donc c'est pour ça que voilà, encore une fois en bear market, moi je me concentre principalement sur BTC et Ether qui eux, on peut le dire avec quasi certitude, retourneront à leur ATH. XTB, t'en penses quoi? Pourquoi pas, mais il y a mieux. Coucou Inès. Salut Alex, y a-t-il un capital minimum pour ouvrir une position sur Bybit? Non, je ne crois pas. Alors peut-être sur certains actifs, mais je ne crois pas qu'il faille une taille de position minimum. Ou alors peut-être 5 ou 15 $. Donc tout faire sur MetaMask, c'est possible. Alors tout faire, non. Par exemple, tu ne pourras pas trader sur MetaMask. Mais tout faire sur du décentralisé, c'est faisable. C'est pas le plus intuitif, c'est pas le plus ludique, mais c'est faisable. Là, tu shortes quoi? Alors, j'ai tenté un short sur BTC. J'avoue que c'est relativement risqué, mais étant donné que j'ai fait beaucoup de gains cette semaine avec les longues, je me permets. Sinon, je ne me suis pas trop positionné sur le marché parce qu'on est sur une situation quand même assez particulière. 2 bons livres, dont un de Karen Pelwal. Tout à fait. Le livre de Karen Pelwal est très intéressant sur Ishimoku. C'est quoi le wallet que tu utilises? Moi, j'utilise une clé Ledger. Après, j'utilise des wallets comme MetaMask, comme Phantom, comme Nami pour Cardano. Si comment il s'appelle celui-là? J'en ai un devant moi. C'est quoi ce wallet déjà? C'est Terra, je crois, celui-là. Ouais, j'ai un wallet Terra, bon, du coup, qui ne sert plus à rien, mais 20-21K, est-ce que ce serait pas un support difficile à redescendre si on monte vers les 5K? Si, peut-être, mais après, c'est trop dur à dire pour le moment. De toute façon, là, on n'a pas confirmé une cassure des 21 000 pour le moment, donc on va déjà surveiller cette zone des 21 000 $ et après on avisera si on les passe ou pas. C'est quoi un broker? Un broker, c'est une sorte de... Enfin, c'est pas une place de marché, mais en quelque sorte, c'est un endroit où tu vas pouvoir échanger des devises avec d'autres, prendre des positions sur des contrats sur ces différentes devises, sur ces différents actifs. Jurado, je connais pas. Parity a des risques sur... Je sais quoi Parity? Qu'est-ce que tu penses de Gala? Gala, projet intéressant. Aujourd'hui, c'est un petit peu Gala Games, les leaders des play to earn dans le métaverse. Ils n'ont pas forcément de concurrents. Donc évidemment, il y a un potentiel intéressant. Maintenant... Ah, Caroline Jurado. Putain, je suis con. C'est ça, c'est Caroline Jurado, là. C'est une femme blonde qui parle de crypto, c'est ça? TradingView, c'est bien. Oui, bah oui, bien sûr. Indispensable, TradingView. Tu penses quoi de Trust Wallet? Le problème, c'est que c'est avec Binance, Trust Wallet, donc c'est pas décentralisé. Broker, c'est courtier en français, ouais, voilà, exactement. Pourquoi ça pump comme ça? Besoin d'aller chercher des liquidités, résultat d'inflation positif jeudi après-midi du côté des US. Et des gros volumes, hein. Il y a eu 4 milliards de dollars qui ont été injectés sur Bitcoin cette nuit. Qui est-ce? On ne sait pas.
Peut-être qu'on le saura bientôt. Qu'est-ce que je pense de Caroline Jurado? Je pense que... alors je sais pas, je la connais pas particulièrement. J'ai parlé avec elle très rapidement une ou deux fois. Je regarde pas forcément trop ce qu'elle fait. De ce que j'ai vu et de ce que je connais, c'est de la vulgarisation. Donc c'est bien. C'est grâce à des personnes comme ça que le grand public va s'ouvrir aux crypto-monnaies. Après, j'ai entendu dire que des fois, elle n'était pas forcément très précise sur certaines choses, qu'elle avait fait aussi la promotion de certains projets un petit peu douteux. Après, je pense que c'est une personne voilà, qui fait plus de bien que de mal à l'écosystème, comme la plupart. Donc voilà, je n'ai pas plus d'avis que ça, parce que je ne la connais pas personnellement et je regarde pas forcément énormément ce qu'elle fait, mais c'est pas... Enfin oui, voilà, je pense que c'est bien d'avoir des personnes comme ça. Tu trades le BTC actuellement? Oui. C'est quoi les propres firmes? Je vais vous expliquer je suis en train de vous préparer une vidéo sur les propres firmes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça en ce moment. Et effectivement, c'est intéressant. Donc je suis en train de vous préparer une vidéo, là je pense qu'elle sortira la semaine prochaine. Les cryptos ne nous appartiennent pas sur Binance. Exactement. C'est pour ça que je vous disais, je vous dis d'utiliser du décentralisé parce que c'est la meilleure solution. Voilà. Pour ceux qui étaient sur la vidéo YouTube, je vais couper l'enregistrement maintenant. Pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va continuer. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont regardé la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Salut les amis!